Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Bienvenue sur le Business du Fitness, le podcast qui aide les coachs sportifs et entrepreneurs du bien-être à développer un business rentable et impactant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Saidi, une experte passionnée qui a su imposer son approche unique dans un domaine encore méconnu, la respiration comme outil de performance et de bien-être. Mais attention, ici on ne parle pas seulement de relaxation ou de méditation. Sarah a su transformer cette discipline en un véritable levier pour optimiser la performance physique et mentale, et elle va nous expliquer comment intégrer cette approche dans notre métier. Son parcours est inspirant. Ancienne cadre dans la finance, elle a tout quitté pour bâtir un business autour de sa passion. Elle a su se démarquer en créant sa propre méthode et en imposant sa vision tout en développant une activité hybride entre le digital et les événements et le présentiel. Dans cet épisode, on va parler de comment la respiration peut booster la performance des sportifs, comment construire une méthode signature et se différencier en tant que coach, l'importance d'un business en ligne pour créer plus d'impact et de liberté. Que tu sois coach sportif, entrepreneur du bien-être ou simplement curieux, cet épisode va t'ouvrir de nouvelles perspectives. Alors attache ta ceinture et surtout, n'oublie pas de respirer. C'est parti pour cet échange avec Sarah. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Sarah. Sarah que j'ai connue à travers les médias sociaux. Ce qui est cool, c'est que je vais apprendre à la connaître en même temps que vous. Je suis tombé sur elle sur un épisode de podcast. On en parlait juste en off avant sur le podcast de Flavie. Et merci déjà de prendre de ton temps. J'aime beaucoup ce que tu fais, même si on ne se connaît pas. Donc je voulais déjà te le dire par rapport à ça. Et j'ai hâte de pouvoir justement creuser un petit peu, découvrir ton monde, ce que tu as mis en place. Et je pense que ça va beaucoup inspiré ma communauté. Donc Sarah, est-ce que déjà tu peux te présenter et dire un peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Yes, merci beaucoup Andy. Donc je m'appelle Sarah avec 2 R à mon prénom et je m'intéresse au pouvoir de la respiration. Je viens du monde de la banque et du conseil, donc je n'ai pas toujours fait ça sur mon parcours. J'ai aujourd'hui 33 ans, ça fait 3 ans que je suis ce qu'on appelle solopreneur. Et je fais un métier en fait qui me passionne intellectuellement, physiquement, émotionnellement, qui me fait du bien et que je creuse. Donc je suis présente sur Instagram, LinkedIn, Google et dans des salles de sport parisiennes avec lesquelles je développe des partenariats. Et je suis ravie de cet échange parce qu'on pense pas souvent à moi dans le milieu du fitness. Et donc quand je suis invitée sur des podcasts ou amenée à parler dans le milieu du sport de mon sujet qui est la respiration, je suis la plus heureuse au monde. Cool. Et la Sarah toute petite, c'était qui? Eh ben, écoute, une personne à la fois très créative et en même temps, qui a envie de bien faire les choses et je pense que ça se retrouve encore aujourd'hui. Sportive? T'as eu la culture du sport ou pas forcément? C'est rigolo, j'ai pas souvent l'occasion de partager cette anecdote, mais oui, mes parents, tous 2, sont profs de sport, OK. grand-mère aussi, donc ça fait, 3e génération et moi, j'ai voulu faire des études, donc ils m'ont transmis, voilà, cette envie de: «Bon, tu vas pas faire coach sportif parce qu'on n'a pas envie que tu galères toute ta vie», donc pour eux, c'était une réussite pour moi que de faire des études, on va dire moins physiques et plus, posées dans un bureau. Je pense que dans OK. les années, 80-90, il y avait encore cette image-là où et puis finalement, j'ai suivi, ce que je pensais être une bonne idée et en fait, finalement, non. On va dire que je sais pas si tu crois à cette histoire de transgénérationnel ou de génétique, mais ça m'a rattrapée à 30 ans et je me suis dit: «Ah non, j'ai quand même envie de m'amuser aussi et être dans un bureau, 12 heures par jour, c'est pas vraiment la vie que j'ai envie de me mener».
Est-ce que cette expérience, on peut dire, ça te construit, ça t'a permis aussi d'avancer plus vite dans cette carrière-là depuis 3 ans? Bonne question. Plus vite, je ne suis pas sûre. D'avancer OK. différemment, oui, parce que je suis un peu, je suis un peu en dehors des cases, en fait, sur mon secteur. Pour faire un rapide, topo, le milieu donc de la respiration aujourd'hui, en fait, il est encore inconnu alors que c'est une pratique, qui date depuis des millénaires. Beaucoup de personnes qui pratiquent ou transmettent, les exercices de respiration, restent dans des milieux très zen, très tournés vers la méditation, vers la relaxation, beaucoup moins vers le sport et le fait de venir d'être une outsider et d'être complètement extérieure à ce milieu, ça m'a permis d'y voir, une autre chose, une autre forme de pratique où j'intègre la respiration comme un outil de performance, comme un outil qui nous permet de nous apaiser, mais aussi de nous améliorer et de mieux vivre, en fait, les challenges de notre monde actuel. Et c'est pour ça, à mon avis, que tu as ressenti aussi le côté, moderne, et c'est vraiment, le parcours donc d'avoir fait autre chose avant qui m'a permis de garder un peu la tête froide, d'analyser tout ce qui se passe et de me reconnecter à ce que j'ai vraiment envie d'apporter, la manière dont j'ai vraiment envie de le faire. OK. Et tu as commencé à travailler sur cette notion de respiration, quand? Ça t'est venu comment? Tu as découvert, tu as fait des formations, je sais pas, comment ça s'est passé du coup? Je pense un peu comme, dans le milieu du sport aussi, dans le milieu du fitness. En fait, on commence par des choses globales et puis on approfondit petit à petit. Mmh. Hem, Moi, j'ai commencé par, le yoga. Je faisais un métier très stressant et ça me permettait vraiment de me sentir bien. Et puis, je me suis intéressée, petit à petit aux bienfaits, du yoga, donc d'une manière beaucoup plus intellectuelle, on va dire. Donc j'ai Mmh. commencé à lire, à tester tout plein de formes, de pratiques. Après, mais quand je dis intéressée, c'est vraiment, 1 ou 2 fois par semaine, hein. Enfin, je veux dire, c'est comme n'importe quelle personne qui travaille, qui a un métier dans un bureau à la défense et qui va se dire: «Bah, tiens, j'ai besoin de 1 ou 2 heures par semaine, pour prendre soin de moi». Donc c'était pas Donc tu non plus étais une tu pratique étais intense. cliente, tu étais cliente dans un studio de yoga? Oui, Ouais, OK. plusieurs même. Ouais, OK. Pour varier les ambiances, parce que, il y a beaucoup d'offres aussi, de studios à Paris et on a la chance de pouvoir, tester plein de choses. Et petit à petit, comme j'aime bien comprendre les choses, je me suis formée à la sophrologie, donc qui est une pratique, qui passe par la relaxation et la visualisation. La sophrologie, j'ai trouvé que c'était, doux pour moi qui suis quand même câblée performance, donc j'ai petit à petit, fait plein de formations, autour de cette question de comment est-ce qu'on peut permettre à notre système nerveux de s'adapter au stress d'aujourd'hui et quelles sont les pratiques somatiques qui vont faire du bien au corps. Et après, donc j'ai démissionné, je me suis lancée pour, avoir le temps de construire quelque chose et j'ai jamais arrêté de me former depuis. Donc aujourd'hui, il y a plein de casquettes, mais on peut citer, la PNL, l'hypnose, méditation, breathwork, respiration holotropique. Aujourd'hui, en fait, ouais. Oui. La personne que j'ai eue juste avant toi, Bertrand, du coup, partageait exactement, la même chose et disait fort justement que, on est toujours dans une, constante amélioration continue et on a besoin de se nourrir intellectuellement pour améliorer, constamment notre méthode et notre vision un petit peu du monde, que ce soit notre métier, mais de manière générale. Je pense qu'une personne qui n'apprend plus, c'est une personne qui meurt. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Et en fait, le constat que je peux faire avec, les nombreuses interviews depuis 3 ans que je fais avec les entrepreneurs, c'est, voilà, c'est cette recherche constante d'être curieux, quoi. Et comment toi, comment tu as fait ce switch où tu t'es dit: «Tiens, il y a une opportunité» ou comment changer, oui, parce que je pense que tu gagnais bien ta vie dans la finance. Comment faire ce petit décalage et changer complètement? C'est au niveau mindset, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Peut-être la crise de la trentaine, mélangée avec une irrésistible envie de tenter quelque chose et la frustration, sur mon poste qu'en fait, on est dans un contexte économique où il faut beaucoup de patience pour gravir petit à petit les échelons et je me suis dit: «Bah, si je le fais pas maintenant, plus je vais avancer, plus je vais être dans une forme de, plus je vais
c'était vraiment cette image-là, de m'engloutir dans un truc et de louper l'occasion que j'ai encore, entre guillemets, jeune, flexible, de pouvoir risquer quelque chose sans mettre vraiment grand-chose en risque. Parce que qu'est-ce qui pouvait m'arriver de pire à ce moment-là? C'était de pas réussir à lancer 2 boîtes et de retrouver un job. Et c'était complètement OK pour moi. Donc à partir du moment où on accepte ce risque financier et de prendre finalement son courage à 2 mains et se dire je tente pendant, et je m'étais donné 2 ans. Et je me suis dit, au bout de 2 ans, au pire, si ça me plaît pas, je reviens et on verra. Donc je m'étais donné 2 ans. Aujourd'hui, ça fait 3. Félicitations. Merci. Et puis voilà, je pense que l'entrepreneuriat, de toute manière, c'est sauter et puis fabriquer son parachute pendant la descente. T'as eu toujours t'as eu cette fibre-là dès le début ou ça s'est construit au fur et à mesure? Très sincèrement, je suis vraiment pas le prototype de l'entrepreneur. Je suis très averse au risque, donc pas du tout de fibre. La seule fibre que j'avais, c'était, comme je le partageais, le fait que effectivement dans la famille, le sport faisait partie de l'histoire et des professions. Et pas du tout, au contraire, très averse au risque. Moi, ça m'allait bien. C'est juste que en termes d'ambition, en termes de concrétisation et de réalisation personnelle, le salariat m'a vite frustrée. Ouais. Okay. Donc c'est plus par frustration, si tu veux, que par réelle envie. Non, puis c'est toujours aussi intéressant. Enfin, pour ceux qui nous écoutent, souvent le frein, c'est je suis ce fameux risque, parce que c'est sûr que quand on est entrepreneur ou quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la peur du vide. C'est sûr que moins on a de choses entre guillemets, si on a une famille, si on a des enfants, si forcément il y a un peu plus de doute, je pense. Mais c'est vrai que si tu ne le fais pas alors qu'au fond de toi tu sais que c'est ce que tu as besoin fondamentalement, c'est dommage de pas tester. Comme tu dis, qu'est-ce que je risque, à part oui peut-être 1 année, 2 années, mais après je pense que tu pourrais retrouver un métier dans le salariat, quoi. C'est ça, je pense que l'être humain, il fonctionne beaucoup à la douleur. Et la douleur de rester là où j'étais était devenue supérieure à la douleur de me lancer, de prendre un risque. Il y a toujours un petit moment comme ça où, alors on croit que la décision a été prise du jour au lendemain, mais en réalité, des fois, ça prend des années de maturation. Et puis un jour, on dit bon, stop. Et ce jour-là, c'est vraiment l'aboutissement de toute une réflexion. C'est quoi les premières étapes du coup? Qu'est-ce que tu entreprends? Et j'ai quand même commencé à lancer ce qu'on appelle un side business, donc un job à côté, et c'est vraiment la chose que je recommande mais le plus au monde, parce que je me suis formée donc à côté de mon job salarié. C'est vrai qu'il faut s'accrocher au niveau gestion du temps, mais le fait de pouvoir se former à côté, commencer à créer une communauté en étant déjà salarié, déjà on met les pieds dans l'entrepreneuriat et ça permet d'avoir une transition où on lève les inconnus au fur et à mesure que l'on avance. Et on sait très bien aujourd'hui, plus on a d'inconnus et plus on reste figé parce qu'on ne sait pas par où commencer. Donc ça permet déjà de commencer à se former, commencer à donner des cours. J'ai donné mes premières consultations les week-ends, le soir. Ça m'a permis de voir, ça m'a permis aussi de voir quel est mon secteur, quels sont mes projets, mes envies, comment se comporte aujourd'hui le monde du bien-être. Et j'ai démissionné 6 mois après m'être lancée, en fait. Ouais, donc c'est très court, ouais. Ouais. Et je pense parce que je suis aussi un peu impatiente, mais aujourd'hui, à chaque fois que je donne un feedback, je dis rester au maximum dans cette forme de side business jusqu'à vraiment dégager une sorte d'indépendance financière qui commence à s'installer. T'as senti une traction, toi, déjà, sur les 6 premiers mois où la communauté répondait présent et que tu sentais qu'il y avait quelque chose, en fait, que tu étais en train de construire? Alors, je le sentais parce que j'avais envie. Je savais déjà que je ne ferais pas comme tout le monde. Je voyais des choses que j'avais envie d'apporter. Donc, j'avais repéré, on va dire, ce qu'on appelle des signaux faibles. L'attraction, je vais pas te mentir, honnêtement, j'avais pas un cabinet rempli au moment où je me suis lancée. Au contraire, l'équation a été de dire je sais où j'ai envie d'aller. Maintenant, j'ai besoin de dégager du temps pour y aller. Et c'est là où j'ai démissionné. Ok. Il est arrivé un moment où
rester salarié me prenait trop de temps et me drainait même dans mon énergie pour pouvoir m'investir dans mon projet. Donc, si j'avais envie d'avancer sur mon projet, il fallait que je dégage du temps. Donc, les signaux faibles, c'est quoi? C'est une vision claire, un marché que j'ai compris, une formation que j'ai faite et une communauté qui a commencé à se créer. Ok. Et ce premier business model, il était 100% online. Enfin, comment tu l'as construit? Oui, Du coup? de manière très simple. Et je pense que ça peut intéresser peut-être toutes les personnes qui sont intéressées par le fitness et qui... parce qu'on a tendance à tout de suite voir le cabinet ou la structure ou la salle de sport. J'ai travaillé pendant plus d'1 an uniquement sur Internet pour une question simplement de charges et de coûts. Donc, ça m'a permis d'avoir des charges quasiment à zéro et en même temps d'avancer. Donc, si on a bien un outil génial aujourd'hui, c'est celui-ci et je pense qu'il faut l'exploiter. Et du coup, c'est je vais rebondir là-dessus parce que moi, j'ai commencé le coaching physique dans les clubs et tout, par mon cursus et tout. C'est vrai que la nouvelle génération aujourd'hui, ils arrivent et ils démarrent tout de suite un business online. Quelles sont les grandes étapes selon toi? Tu nous as partagé effectivement le fait de créer une communauté, le fait de poser des questions à sa communauté, de se former et j'ai bien aimé aussi alors je sais plus quel épisode, enfin quand je suis tombé sur toi que tu avoir justement une méthodologie identitaire propre parce qu'aujourd'hui, enfin moi si je regarde dans notre univers, pour moi tous les coachs se ressemblent. Enfin, quand je suis plus trop en adéquation avec le mot coach sportif pour moi, mais la plupart des coachs sportifs, ils vendent que du sport et ils vendent la même chose. D'où toi, effectivement, tu es sorti en fait tu as créé ta propre catégorie. Pour toutes les personnes qui s'intéressent un peu au online ou tout, qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur ça? Euh, En fait, alors c'est peut-être, je vais mettre les pieds dans le plat, mais il faut s'imaginer concrètement sur le terrain en train de donner le même cours 20 à 25 heures par semaine. Moi, ça, tout de suite dans mon corps, je sens l'angoisse monter. Et donc, je savais que je ne voulais pas de ça. Donc, si ça fait écho à un mode de vie qui ne vous intéresse pas, il y a d'autres voies. Et les autres voies, c'est de rester connecté à une forme de créativité, à comprendre ce qu'on aime. Et quand on partage ce que nous, on aime, en fait, les gens vont suivre parce que c'est vous. La chance aujourd'hui qu'on a via le développement en ligne, c'est qu'on peut s'adresser à tout le monde, partager nos idées avec les personnes qui ont envie de les entendre et partager notre personnalité avec les personnes qui ont envie de nous suivre ou qui voient un intérêt et qu'on peut aussi aider. Et donc, plus on va se reconnecter à ce qui nous fait du bien. Moi, tu vois, par exemple, le sujet de la respiration, 3 ans, je me suis pas ennuyée un seul jour et encore aujourd'hui, je suis incapable de dire que je sais tout parce que c'est un sujet illimité. Et donc, ce sujet illimité, il permet de toujours actualiser, rester, je sais pas d'autres mots, mais fraîche, en fait, pour les gens et apporter ce côté rafraîchissant et cette fraîcheur dans un monde où, oui, un coach pourrait être complètement interchangeable avec un autre. C'est dommage parce qu'en fait, ça efface complètement la personnalité du coach et c'est des métiers d'accompagnement. Donc, quand, en tant que coach, vous déroulez un script ou que vous-même, vous êtes à côté de vos pompes parce qu'en fait, ça fait 700 fois que vous répétez la même choré ou le même enchaînement, en fait, ça se sent. Et donc, pour garder cette forme de fraîcheur, le business en ligne, il permet de se différencier. Et ensuite, dans se différencier, je ne sais pas jusqu'où, en fait, tu as envie qu'on parle stratégie business et tout ça aujourd'hui, mais À fond, on peut y aller, on peut y aller. j'ai ton Moi, feu j'adore. vert. Ouais, En tu fait, peux y aller. plus vous êtes différencié sur votre marché, plus vous allez attirer des personnes qui sont intéressées par Andy et personne d'autre, plus les prix vont pouvoir aussi être ajustés en fonction de Andy et personne d'autre. Et donc, ça laisse beaucoup de marge de manœuvre. Donc, c'est un peu le rêve, je pense, de tout coach ou accompagnant de se dire j'ai envie de bosser avec les clients avec qui j'ai envie de bosser, la manière dont j'ai envie de la faire et avec le prix que j'ai envie de mettre. Sinon, je vais subir la tarification des clubs de sport avec tout ce qu'on m'impose. Donc, ce sont Ouais, mais deux modes de vie Sarah, complètement différents.
Sarah, le fait de pas voir les gens, de pas les toucher et tout, je vais pas leur apporter des résultats parce que, en ligne, voilà, je peux pas être à côté d'eux, quoi. Tu fais l'avocat du diable ou c'est quelque chose que tu Ouais, penses? ouais. Non, 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 non. Ah non, 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 c'est pas ça. Non, non, non. Ah bah non. Non, alors c'est sûr qu'on se connaît pas, je connais pas, me moque un peu, mais c'est souvent, des objections que j'ai. Parce que moi, Mmh. l'idée, si tu veux, c'est de faire prendre conscience aux gens que le business que moi j'ai connu à l'époque de l'ancienne école, il est terminé et pour moi, c'est l'ancien monde parce que si tu vends ton temps en out, en tout cas, à bosser et à te créer une prison dorée, d'où l'intérêt de ce que j'appelle moi le concept de coaching hybride, voire effectivement, comme tu parles aussi d'être sur un business 100% online. Mais c'est souvent voilà une objection et c'est une petite boutade du coup que je te partageais. Et qu'est-ce que tu pourrais justement dire à ces personnes qui te disent ça, étant donné que toi tu as démarré sur un business online? Ouais. À un moment, tu as changé de ton, tu sais, ça s'est entendu dans ta voix. Je me dis: «Non, il rigole». J'espère qu'il rigole. En fait, sur le business online, l'online, il vient pour moi compléter complètement ce qu'on peut faire. En fait, ça ouvre des opportunités, des perspectives sur ce qu'on peut faire en physique. Exemple très simple. J'ai commencé online, donc au moment comme j'avais une communauté online, au moment où je suis allée toquer, dans des salles de sport hyper cotées, bien placées et trop chouettes sur Paris, on m'a dit oui tout de suite. Si j'avais pas ma communauté en ligne, si je partais de zéro, et ben, je n'aurais pas eu un tel accueil pour, nouer des partenariats. Deuxième exemple très parlant, aujourd'hui j'adore faire ça, c'est l'événementiel. Donc j'adore intervenir sur festival de musique, lancement de produits, animation, tout type d'animation en fait, vraiment de Dans les l'événementiel. entreprises aussi, j'ai vu Et beaucoup. dans les entreprises, ce sont des entreprises qui donc oui, c'est du B2B, donc ils ont besoin de d'avoir confiance en toi et de savoir que tu vas pouvoir gérer. Donc si ils voient qu'en fait, tu as une communauté, que tu as déjà une offre en ligne, tout est bien structuré, c'est ta meilleure carte de visite. Donc ça facilite en fait beaucoup ensuite la démarche sur le présentiel. Donc le fait que oui, de pas pouvoir toucher les gens, je comprends complètement, mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre parce que il est complètement possible d'accompagner des personnes en physique, et de limiter le coaching à un nombre d'heures par semaine et de continuer aussi à développer. Le business en ligne, pour moi, a 2 vertus. 1, 0 charge et donc potentiel illimité de croissance en investissant quand même juste une connexion internet. Et deuxième vertu, la structuration du business comme on en a envie, la flexibilité. Alors que sur le présentiel, en fait, la localisation va compter, le lieu va compter, si on loue un espace qu'on intervient dans une salle Ouais, de sport ou voilà. la problématique, c'est la zone de chalandise, hein. Moi, j'ai aussi un centre physique, un business local, du coup, sur Dijon, un centre de coaching. Bah, c'est sûr que, voilà, je ne peux faire ça. Si je ne vends que du coaching physique, bah, je vais toucher dans un rayon de 10 kilomètres que les personnes qui peuvent monter dans mon studio. Par contre, si effectivement j'ai une offre hybride ou online, ah oui, là, c'est le sky is the limit, quoi. Donc après, je C'est peux ça. effectivement développer. Ouais, Non, tu j'allais voulais. dire, en fait, si on aime le métier, il faut se rendre compte que le business en ligne, il peut démultiplier cet amour du métier et aider encore plus de personnes. Aujourd'hui, quand j'ouvre un Zoom, sur les cours, je vais avoir, des personnes en Belgique, en Suisse, des personnes d'un peu partout qui n'auraient jamais ni entendu parler de moi, ni assisté à un seul cours avec moi si ça s'était pas fait. Yes, on rentrera si on peut dans ce que tu mets en termes de programme. Je serais curieux de voir un peu comment tu structures toi ton accompagnement. Euh, ouais, mais Sarah, moi je suis pas bon en médias sociaux. Comment t'as fait pour créer justement un début de communauté? Comment tu t'y es pris? Est-ce que tu as commencé par YouTube, LinkedIn, Instagram tout de suite? Comment tu t'y es pris? S'il y a une personne qui était nulle en médias, c'est moi. Franchement, j'avais jamais consommé de vidéos YouTube. Instagram, ça me parlait pas. Donc vraiment, vraiment partie de zéro. C'est-à-dire que tous mes comptes ont démarré de zéro. Ok. Sur Est-ce que tu as Instagram, choisi un seul compte ou tu t'es focus sur un seul média ou tu as commencé à tout de suite diversifier? j'ai commencé sur Instagram avec un pseudo parce que j'assumais pas de mettre mon nom. On était là, hein. Ok.
Donc, sur un C'était pseudo, je comment? me cachais. C'était comment ce pseudo? C'était Sarah Destress. D'accord. Un jour, je le ressortais en disant OK, j'étais fière d'elle. Il y avait une vieille photo. Enfin, je voulais pas me montrer. Donc, on était à ce blocage-là niveau mindset. OK. Je voulais pas me montrer. J'avais trop le côté Instagram influenceur. Oh là là, qu'est-ce que ça me saoulait cette histoire et j'avais pas envie d'y aller. Donc, j'ai commencé à scroller un peu avec un compte, juste pour observer et puis m'y mettre, quoi, consommer, voir comment ça marche. Et très rapidement, je suis tombée sur une fille qui est super, qui s'appelle Colline. Et elle m'a formée pendant 3 mois à l'utilisation d'Instagram. OK. Et je faisais souvent la blague parce que je disais, ouais, la trentenaire qui se fait former par, par la petite jeune. Alors que moi-même, tu vois, j'étais comme j'étais pas du tout aux médias sociaux, effectivement, j'ai une personne de 20 ans qui m'a formée à l'utilisation d'Instagram. Quand j'ai compris l'utilisation... C'est quoi Oui. les grosses actions ou qu'est-ce que tu pourrais partager qui sont aujourd'hui que tu as compris sur ce média-là, par exemple? J'ai compris qu'Instagram était un réseau social. Donc, la force et le pouvoir d'Instagram, c'est de pouvoir connecter socialement avec les gens. Ça, on l'oublie quand on veut faire du business. Donc, en fait, poster pour poster, ça sert à rien, même si on donne les meilleurs conseils au monde. Donc, ce qui est le plus complexe, c'est d'apporter de la valeur et en même temps de créer ce lien, cette interaction avec les gens. Donc, commencer à poster juste des photos de soi, ça sert à rien. Je suis désolée pour l'ego, mais tout le monde s'en fout. À moins que, je sais pas, à moins que l'objectif c'est de devenir mannequin, modèle ou de travailler en fait avec son image. Mais faut poster de la valeur, du contenu et de se dire, est-ce que moi j'aurais eu envie de lire ça ou de tomber là-dessus? Et ça, c'est pas évident. Donc, faut accepter que les premiers posts ils soient pourris et peut-être même pendant des semaines et des mois. Mais toujours se dire, ok, est-ce que là, je suis contente de poster, je pense que ça va aider des gens, etc. Et rester dans cette démarche. Et Instagram, c'est un réseau social qui est compliqué. C'est un réseau qui a maturé. Donc, la concurrence, elle est extrêmement rude aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans. Et c'est un réseau social, par contre, qui crée une proximité avec la communauté. Donc, pour moi, je me suis dit, ça va être le premier réseau social et je suis restée un peu moins d'1 an sur Instagram avant de lancer un autre réseau social. OK. Et qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux coachs aujourd'hui j'ai beaucoup de coachs aujourd'hui qui sont le réseau premier dans le fitness, c'est beaucoup Insta. Je vois que le contenu est sympa, mais ils n'arrivent pas justement, comme tu dis, je pense, entre apporter du contenu de valeur et commencer à connecter avec les gens, parce que tout est génération de confiance. Plus tu as confiance aux gens, plus les gens veulent aller plus loin avec toi et potentiellement prendre ton accompagnement. Est-ce que tu as des petits tips ou des petites choses à partager sur ça? Comment transformer un contenu de valeur de bonne qualité à une connexion émotionnelle avec ta communauté? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ça dépend beaucoup des personnalités, en fait. Typiquement, moi, je suis une grande introvertie. Si je passe plus de 2 heures par jour sur Instagram, je fais pas long feu. Si 3 mois, je vais être complètement... je vais avoir besoin de respirer moi-même. Donc, je pense que c'est important de se connaître et de respecter sa personnalité et de rester au maximum soi-même, même si l'écran fait qu'en fait, on a envie de jouer un rôle ou bien d'idéaliser aussi son travail. Et puis, dans le fitness, il y a une autre contrainte, c'est que, je suis désolée de le dire comme ça, mais comme Instagram est un réseau d'images, il faut paraître beau, musclé, donner envie, parce que l'image qu'on va projeter, ça va être l'image que les gens vont acheter. Et ça, c'est très, je trouve, pervers, en fait, sur l'utilisation d'Instagram. Je pense que c'est important de se détacher au maximum du regard des gens, se reconnecter à soi-même et d'être complètement soi-même et d'oser parler devant la caméra, même si les cheveux sont pas faits, même si on sort d'une grosse session et qu'on est en sueur, les gens ont envie de voir ça. Parce que les gens en ont justement eu marre des photos parfaites où on voit très bien les six-packs, les dents blanches, ça, c'est vraiment très, très dépassé. Niveau branding aujourd'hui... Écoutez-la, s'il vous plaît. Écoutez-moi, ne m'écoutez pas, mais écoutez Sarah, c'est tellement... Ouais, D'accord. Ah oui, mais ça fait déjà... Tu sais, moi, quand j'ai commencé... Alors moi, je suis un peu... je suis beaucoup plus vieux. Moi, ça fait ça fait 25 ans que je suis dans le secteur du fitness. Donc, 25 ans en arrière, le coaching n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à voir les coachs
pas forcément apporter de la valeur, mais simplement se mettre torse nu pour montrer. Alors, comme tu l'as dit, oui, c'est sûr que si je suis obèse et que je vends de la minceur, ça peut paraître un petit peu bizarre. Mais je pense pas que l'image que l'on renvoie, c'est une source en fait et un gage de réussite dans son business, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que je te rejoins tout à fait par rapport à cette vision-là. Il faut mieux être effectivement une personne qui apporte de la valeur, qui donne beaucoup. Les gens s'identifieront beaucoup plus et je pense qu'aujourd'hui, on revient aussi à l'authenticité parce que sur les médias sociaux, on voit beaucoup de choses, on a l'impression que les gens ont une vie rêvée. Et en fait, quand tu connais un petit peu l'envers du décor sur certaines personnes, enfin moi personnellement, j'ai été dans des regroupements d'infopreneurs et d'entrepreneurs que j'idéalisais. Je pensais que, puis en fait, quand tu commences à être dans les petits papiers, de voir un peu, tu te dis que ils galèrent aussi, il y a plein de problèmes, etc., etc. Donc, je pense que l'authenticité aujourd'hui, c'est un gage de confiance pour la communauté que tu vas te créer, quoi. Comme j'accompagne beaucoup par la voix, je prends des cours de chant. Ok. Ma prof de chant m'a sorti la punchline qui m'a vaccinée, mais directement avec ça. Mais genre, elle a switché ma tête en même pas 3 secondes. Je pense qu'elle s'est même pas elle-même rendu compte de la puissance de sa propre phrase. Elle m'a dit, plus tu auras envie d'avoir l'air parfaite sur les réseaux sociaux, plus tu vas décevoir les gens quand ils te verront dans la vraie vie. Et j'étais, mais oui, mais en fait, mais tellement, parce que tu t'imagines bien qu'en tant qu'être humain, on se montre toujours sous son meilleur jour sur les réseaux, mais en fait, dans la vraie vie, oui, les personnes vont se rendre compte qu'en fait, je fais 1m62, que en fait, je porte du 40-42, que je peux avoir des tics de langage. Au niveau, là, il y a quelques rides qui apparaissent. Et tout ça, on le voit pas sur Instagram. Et en fait, elle avait tellement raison. Et je pense que ça m'a complètement enlevé cette envie de paraître parfaite, parce que je me suis dit non, moi, ce que je veux faire, c'est accompagner les gens, en fait. Pas leur vendre une image pour qu'ensuite, en plus, s'ils me retrouvent dans la réalité, ils puissent se faire ce genre de réflexion. Et depuis, là, si tu regardes ou si vous regardez en fait sur mes réseaux sociaux, alors il y a des vidéos vraiment pas esthétiques, mais efficaces. Et je pense que c'est ça qu'on veut parce qu'on n'a pas, en tant que coach sportif ou accompagnant, le métier, c'est quand même accompagner. C'est pas passer 40 heures par semaine pour créer du contenu. Donc, on va aussi aller chercher l'efficacité. Et des fois, juste faire une vidéo en étant soi-même, ça fait gagner du temps au lieu d'aller se brosser les cheveux, de s'apprêter pour aller prendre une photo. Et il y a une vraie question de l'image de soi, en fait, derrière. Et psychologiquement, ça peut être très profond comme cheminement. Et pour moi, ça a été libérateur et thérapeutique dans le sens de l'acceptation de soi, de son image et tout. Mais je fais toujours très attention parce que ça peut complexer beaucoup. Et puis, c'est pas anodin. Oui, après, il y a aussi beaucoup de coachs qui ont choisi ce métier pour les mauvaises raisons. Et du coup, c'est difficile, en fait, de se dire, OK, j'ai pas fait ce métier pour moi, pour montrer ma plastique, pour être le plus beau, mais au contraire, c'est pour les autres. Enfin, moi, je suis dans un business de relations humaines, quoi. Donc, quand tu accompagnes les gens, voilà, comme tu dis, c'est avant tout pour la personne qui est en face de toi et est-ce que tu peux réellement l'aider, quoi. Totalement. Comment ça a été les débuts du coup? Les 6 premiers mois, généralement, les 6 premiers mois quand on démarre une activité, c'est dur. Comment ça a été pour toi? Dur. Encore aujourd'hui, hein. C'est quoi les plus grosses difficultés que tu as traversées du coup? Dans mon activité, j'en ai eu 2. Je débarque sur un sujet que, honnêtement, tout le monde crache dessus. Franchement, j'ai une Ah ouais? personne un jour qui OK. m'a dit, franchement, tout le monde dénigre ce que tu fais, respect. C'est violent ça. Non, moi, j'ai bien pris, c'est une amie, hein. Ouais. OK. Dans le sens où, tu vois, par exemple, le CrossFit, aujourd'hui, tout le monde est en mode Pilates réformeur. C'est des choses qui ont il y a des effets de mode. Il y a des tendances, c'est porteur, les gens ont envie. La respiration, qui a envie d'aller payer un cours pour respirer, chose qu'on fait déjà très bien, tu vois. Donc, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'est comment réussir à rendre la discipline sexy. Et c'est là où on est arrivé avec cet épisode de podcast avec Flavie sur le board, où effectivement on a fait un travail sur cette méthode signature. Et pour moi, c'est une question de survie pour faire ce que j'aime faire et pour dire aux gens, mais regardez ce que ça m'a fait, regardez ce que ça peut vous apporter, regardez les bénéfices, regardez
On n'est pas obligé de parler lentement, d'être en lotus. Il y a d'autres manières de faire. Et vous pouvez gagner ceci, 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 ceci. Bah, en fait, ça a été un vrai travail de marketing, de sensibilisation et moi-même aussi d'ancrage et de me dire est-ce que je suis assez robuste pour rentrer là-dedans. Parce que j'étais pas du tout sur un secteur porteur, en fait. Et ça a été une vraie difficulté. Deuxième difficulté, pourquoi est-ce que ça a été dur? C'est que je ne donne pas des cours de yoga, je ne donne pas des cours de fitness. Donc en fait, les offres, il fallait les créer auprès des salles de sport chez qui j'allais donner un cours. Donc je toque à une salle de sport, je dis bonjour, je m'appelle Sarah avec 2 R, je suis spécialisée de la respiration. Est-ce que vous voulez un cours? En fait, ça marche pas comme ça. Parce que les salles de sport ne prennent pas de risques aujourd'hui. Et elles doivent remplir. Les salles de sport, c'est très simple. C'est combien je peux avoir de personnes au mètre carré et couvrir toute ma plage horaire. Je pense que tu le sais très bien. De toute manière, voilà. Donc en fait, on va vouloir avoir les coachs et les propositions commerciales en termes d'offres les plus alléchantes qui vont attirer le maximum de monde. Et donc, ça a été une vraie difficulté. Et la première salle à m'avoir fait confiance, je donnais 1 cours par mois. Ok. Tu vois? Donc, ça a été très dur. Ça a été très dur et je pense que la chose vraiment qui m'a encouragée à continuer, ça a été que ça me fait du bien, sincèrement, moi-même. Je ne vois pas... j'ai eu tendance à aller regarder un peu les propositions, par exemple les formations de yoga. Je me suis dit, mais en fait, je vais laisser tomber, je vais aller proposer des cours de yoga, ce sera plus simple. Ou formation pilates, j'irai faire des pilates, ce sera plus simple. Mais créer sa catégorie en partant de zéro, c'est franchement dur. Et je pense que je suis encore sur le chemin. Il y a eu des efforts. J'ai sorti un livre, je passe sur des podcasts, j'ai moi-même un podcast. J'essaye d'apporter cette vision, mais c'est Bibi qui fait son truc. Et donc, arriver à obtenir la confiance de boîte, à chaque fois, pour moi, c'est une grande victoire. C'est sûr que le plus difficile, comme tu dis, c'est de faire prendre et d'éduquer les gens sur cette nouvelle catégorie. Mais une fois que tu es là, tu commences à être connu, ou en tout cas, moi, qu'est-ce que je vois de l'extérieur, plus après, tu vas avoir en fait un asset hyper fort. Et du coup, quand on va penser respiration, on va penser Sarah avec 2 R. Et ça, c'est extrêmement puissant, comme tu as partagé sur le CrossFit ou dans le fitness, il y a eu quelques méthodologies et tout. C'est sûr que c'est extrêmement puissant. Comment les coachs, justement, peuvent faire pour travailler justement cette fameuse méthode signature, ou en tout cas leur propre méthodologie? Ils doivent partir même si tu nous as déjà parlé pas mal de choses, le fait d'avoir fait des formations, puis d'être curieuse, d'avoir pioché dans différents endroits. Est-ce que tu aurais justement des conseils à leur donner par rapport à ça? Ouais. Le premier conseil, mais vraiment ça c'est genre vraiment conseil d'amis à ne pas oublier. En fait, la méthode, c'est pas un truc qui se réfléchit dans sa tête et après on sort une méthode. C'est vraiment déjà là, pendant les cours qu'on donne, tester des choses. Typiquement, j'ai envie de tester un nouvel... je vais prendre un exemple. Abdos hypopressifs. J'ai vu passer des trucs, ça m'intéresse. Alors moi, je suis plutôt prof de pilates, mais je sais que ça m'intéresse, cette histoire d'abdos. J'ai envie de tester. Et déjà là, sur mon cours, je commence à faire tester un exercice, 3 minutes. J'en parle aux gens. Je pose des questions. Parce qu'en plus, c'est ça qui est génial, c'est que souvent, les gens vont répondre. Les gens vous donnent plein d'informations, en fait, déjà. Donc, quand la graine est plantée, et j'espère que la graine est plantée pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est poser des questions, écouter, tester des choses. Et au fur et à mesure, en fait, alimenter ça et continuer. Moi, j'avais déjà tout écrit sur les protocoles de course, la manière de guider, en fait, by Sarah. J'en savais rien que ça allait être une méthode, mais juste, je me disais, quand quelqu'un s'inscrit à un cours avec moi, c'est comme ça que j'ai envie de dérouler mon cours. Et donc, quand c'était des sessions privées, je faisais ce que je voulais en privé et j'écoutais les gens. J'ai même des fichiers Excel de tracking où à chaque fois, j'ai pris des questionnaires de satisfaction, comment vous êtes senti, qu'est-ce que vous avez ressenti, ça. Donc, des données, vraiment des données marché. Et alors, j'ai pas le niveau doctorant pour aller pour aller déposer des brevets, on n'en est pas du tout là.
Mais je pense que c'est quand même bien de pouvoir être câblé dans cette démarche de recherche et développement constamment jusqu'à arriver à un jour où on se dit là, franchement, je sens que j'approche de quelque chose qui est vraiment bien. C'est très évolutif, mais j'ai déjà une bonne base. Et donc, si cette histoire en fait d'abdos, elle m'intéresse vraiment et que je l'ai testée sur plein d'exercices à l'occasion de sessions privées ou à l'occasion de petits exercices sur d'autres cours qui sont un peu cousins avec ce que je fais et que je suis capable de l'expliquer, ça veut dire qu'en fait, c'est déjà une méthode. Derrière, aller chercher des bases scientifiques, aller chercher des études, on a Internet en fait. Ce qui peut vachement aider, effectivement, c'est de pouvoir lire l'anglais parce qu'ils ont beaucoup d'avance sur nous et ils ont des bases de recherche qui sont extrêmement intéressantes. Rencontrer des experts dans leur domaine et se dire qu'aujourd'hui, on se calme. Mais en fait, on réinvente pas plein de choses, parce qu'il y a tellement eu de choses qui ont été explorées. Souvent, ce qu'on fait, c'est repackager, remettre à mot, mettre une nouvelle énergie, un nouvel univers musical, une nouvelle manière d'aborder les choses. Et donc, moi, ça m'avait stressée, tu vois. Je pensais que, parce que l'histoire des Pilates, j'étais beaucoup inspirée de Joseph Pilate, qui a été le créateur des Pilates. Et moi, je me suis dit, je vais être comme Joseph Pilate, je vais créer une discipline. Et après, je me suis calmée. Et ne fais pas comme lui, par contre, tu brevettes le truc parce qu'aujourd'hui, le Pilate, on peut se l'approprier et du coup, c'est dommage pour sa famille en tout cas. Ouais. Mais ok. Et c'est clair, c'est ce que j'ai au coach, c'est que vous pouvez aussi avoir des spécificités, genre si par exemple, voilà, je prends la respiration. J'adore le hip-hop et puis le hip-hop, la respiration, puis je sais pas, ça peut être un outil de sport. Et en fait, avec cette combinaison des trois, je peux arriver justement à développer. Et moi, je passe beaucoup de temps dans les librairies parce que déjà j'aime lire et surtout je regarde un petit peu voilà, quand je regarde dans la nutrition, dans le domaine sportif, voilà, tout le monde à la fin parle de la même chose, quoi. Mais c'est simplement que ils ont appelé la méthode ceci. Il y a un petit truc qui change ou deux petits trucs qui changent. Et c'est ce qui fait qu'en fait, après, on a cette propre identité et on est défini par cette propre identité. Toi, ce qui est intéressant, c'est que ça sort encore beaucoup plus du cadre que simplement changer un petit mot et tout. Et je pense que c'est plus difficile au démarrage, mais c'est ce qui va faire ta force dans le futur, quoi. Écoute, je l'espère. J'espère que l'univers aura entendu cette phrase. Au niveau programme, si on revient au programme, est-ce que tu as testé, tu parlais tout à l'heure de Zoom, c'est-à-dire que tu as des rendez-vous réguliers avec ta communauté, tu fais ça? Est-ce que tu as du one-on-one avec des Belges, par exemple? Comment ça se structure? Tu as sans doute un espacement avec des vidéos. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cet écosystème-là? Ouais. Alors, Zoom, oui. Je donne 2 cours sur Zoom par semaine avec des niveaux différents. Les cours, la pause, qui est un niveau très accessible où on se détend, on prend un bon moment, on lâche prise, on apprend à gérer son stress, les tensions, dans la vie quotidienne, quoi. Et puis l'atelier qui est plus intensif, introspectif, qui se rapproche beaucoup de ce qu'on voit en prépa mentale, ce qu'on voit vraiment dans des coaching mindset, en fait. Donc 2 cours sur Zoom par semaine. À côté de ça, je propose des consultations individuelles ou des coachings individuels, parce que tu sais que comme du coup j'ai la casquette aussi sophrologue hypnothérapeute, je peux faire des consultations. Mais la proposition en tout cas être accompagné en individuel, elle existe, soit sur Zoom, soit en cabinet. Et à côté de ça, je fais du présentiel 1 fois par semaine avec mes salles de sport partenaires. Excellent. Voilà, donc en fait, je trouve mon équilibre entre 2 Zooms par semaine, une session événementialisée avec les salles de sport, donc sous format vraiment workshop, et les consultations individuelles. Le programme vidéo, j'en ai lancé un en 2022. J'ai lancé un programme de 21 jours pour remplacer le stress par une forme d'énergie grâce à sa respiration. Et en fait, il est disponible. C'est un programme qui est pour moi que j'ai considéré evergreen, donc en fait, il va tourner tout le temps. Je le donne aux personnes qui viennent me voir en individuel pour qu'elles puissent elles-mêmes pratiquer en asynchrone. Mais pour moi, c'est un support. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je pense que c'est aussi intéressant pour les coachs qui t'écoutent, je suis sur un modèle extrêmement hybride. En fait, je n'ai pas lancé, tu vois, la méga formation en ligne où il y a déjà 3000 personnes dessus et en fait, je suis derrière mon écran. Non, en fait, je fais du Zoom, de l'indiv et du présentiel.
En termes de croissance, oui, c'est beaucoup moins scalable. Mais moi, j'ai encore besoin d'être au contact de mon marché. Parce que j'ai encore envie, en fait, d'être avec les gens et de faire de l'événementiel parce que j'ai besoin de créer la confiance sur mon secteur. Donc, arrivera un moment où, effectivement, pourquoi pas envoyer un produit extrêmement scalable avec envoi de pub sur un programme en ligne qui va rouler tout seul. Mais ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore testé. J'y vais aussi pas à pas. Toi, tu as 25 ans de métier. Je pense que la vie, elle peut... si tout se passe bien, la vie, elle peut offrir plein d'opportunités. Et aujourd'hui, je vois tellement de coachs se laisser... peut-être qu'ils écoutent les coachs qui leur disent en 90 jours, tu envoies de la pub et tu deviens millionnaire. Et ils tombent un peu là-dedans. Et ensuite, perdent un peu cette notion de sens. Font une crise. Et ensuite, deviennent coach pour coach. Et en fait, ce schéma-là, on l'a tellement vu et revu. Et je pense que c'est très important de se faire bien, d'écouter les bonnes personnes à ce sujet et de rester très lucide et cohérent et logique avec ses envies. Donc aujourd'hui, je suis coach, je donne des cours dans une salle de sport. En fait, je tente, je lance un cours Zoom, 2 cours, 3 cours, une mini formation en ligne. Et petit à petit, je fais grossir le truc au fur et à mesure que j'avance. En tout cas, c'est ma vision. Et pour l'instant, je trouve que c'est très sain comme démarche. Et en termes d'acquisition, du coup, au niveau du funnel, tu n'as jamais testé ces 21 premiers jours avec une petite offre, moi j'appelle ça une offre magique qui est très peu engageant financièrement, ce qui permet de faire rentrer des gens dans ton écosystème et puis après leur vendre l'accompagnement. Tu n'as jamais essayé de tester ce funnel-là? Jamais essayé de tester. Non, honnêtement, j'ai pas eu le temps parce que justement, comme c'était un petit produit, il fallait donc que j'investisse du temps et de l'argent pour fabriquer un tunnel. Et donc, je l'ai pas encore fait. Ok. Mais je pense que dans 2025, ce serait complètement possible. Parce que c'est dommage, le produit existe. Ah oui, c'est sûr. Donc maintenant, en plus, le ciblage s'est affiné. Donc, il y a moyen de tester des choses. Au niveau, tu nous as dit que tu as démarré par Instagram, tu as développé du coup, tu nous as partagé YouTube, LinkedIn. Comment tu gères cette création de contenu aujourd'hui? Ça te prend beaucoup de temps? Comment tu fais? Ça me prend beaucoup de temps, oui. Ouais. Mais parce que j'ai envie. En fait, développer le business, pour moi, fait partie intégrante du business. Donc aujourd'hui, je dirais même que je suis à 50% développement du business et 50% en train d'accompagner. Et la raison étant que, en fait, quand je lance un Zoom, tout l'argent me revient. Donc, par cours, j'ai beaucoup plus de capacité de croissance que si je donnais plusieurs cours par jour, tout simplement. Et ça me permet, en fait, je trouve que c'est très vertueux parce que ça me permet de continuer à bosser sur mon business qui lui-même continue de croître. Alors que si je suis sur le terrain constamment et que ma journée est remplie par des cours que j'enchaîne, j'ai beaucoup moins le temps de créer. Et donc, pour moi, il a été très important dès le départ de dire « Ok, je ne veux pas blinder mon agenda par des cours, je veux avoir des moments de création. » Donc, c'est un choix personnel. C'est ce que les coachs aujourd'hui n'ont pas. C'est pas qu'ils n'ont pas compris, c'est que en fait, le schéma, en tout cas pour la grande majorité des coachs, c'est du vendre du temps contre de l'argent parce que notre diplôme l'explique comme ça. C'est que ça ne peut pas marcher. Et souvent, nous, on pense que je suis coach, je vais faire que du coaching et que l'opérationnel coach, mais j'ai tous les à côté après. Et si je veux véritablement en faire une carrière, avoir suffisamment d'argent et tout pour pouvoir me développer, enrichir mon patrimoine et tout, il va falloir que que j'ai aussi cette casquette business du coup. Et c'est ça, qui est important. Enfin, ce que dit Sarah est primordial, c'est qu'on doit aussi avoir du temps pour créer du contenu, surtout si on veut justement augmenter notre communauté, quoi. Oui. Donc surtout tu fais. si on... Ouais. Excuse-moi. Vas-y. J'allais dire encore plus si on est dans cette démarche de création de méthode ou de catégorie. En fait, la création de contenu, elle fait partie de la réflexion, elle fait partie de la veille de marché, elle fait partie de cette démarche intellectuelle. Donc, c'est un choix, limite, presque de vie, en fait. Voilà. Excellent. Et donc, je vois que l'heure tourne. Comment on fait pour créer un livre? J'ai toujours voulu écrire mon livre, mais j'ai toujours pas eu l'occasion de le faire. C'est sans doute de la procrastination, mais comment toi, tu t'y es pris? Ça a été quoi la démarche? Pourquoi tu l'as fait? Est-ce que tu peux m'expliquer rapidement?
Avec grand plaisir. J'ai une personne un jour qui assistait à un cours et en sortant du cours, elle m'a envoyé un mail. Elle m'a dit, écoute, en fait, je suis éditrice freelance et je pense que tu dois écrire un livre. J'ai répondu Ok. à ce mail. Merci beaucoup, Carole. C'est hyper chouette. Je ferai ça dans 10 ans parce que je suis encore en train de construire mon truc et j'ai envie de le faire, mais pas tout de suite. Quelques mois après, hello Sarah, est-ce que tu y as réfléchi? Elle m'a relancée. Je lui ai dit, écoute, ok, on en parle. Et en fait, on en a parlé. Elle m'a dit, non, franchement, je pense que ça sert à rien d'attendre. On peut déjà tester des choses de toute manière. Entre le moment où on décide, le moment où on trouve une maison d'édition, le moment où t'es édité, que la maison d'édition décide, et le moment où il sort, on a du temps. J'ai dit, ok, pas de souci. Donc, j'ai travaillé sur un sommaire, je lui ai proposé. Et elle a proposé le sommaire à plusieurs maisons d'édition. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est en toute transparence, c'est plutôt un truc que moi, pareil, j'allais naturellement procrastiner. Mais c'est comme tout à l'heure, en fait, le fait de s'imaginer déjà en tant que solopreneur, d'avoir cette casquette business, d'aimer raconter et parler de ce qu'on aime faire, de créer du contenu, bah, ça vient planter une graine. Et en fait, elle m'avait planté une graine à travers un mail. Sauf qu'en fait, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde et 1 an et demi, donc le livre est sorti. Il est sorti en mars de cette année. Excellent. Écoute, donc si tu as envie, tu peux commencer à planter une graine. Et puis tu verras. Le temps avance très vite, en fait. Oui, je m'en rends compte. Et où est-ce que tu veux aller, toi, Sarah, avec ce business? Sur scène, sur des événements, sur un côté encore plus sensationnel, mais sensoriel, artistique. J'adore briser les codes. Et j'ai envie d'aller à un endroit où je viens complètement créer le croisement entre le bien-être, la performance et l'expérience sensorielle. Et en fait, c'est vraiment cet endroit-là, moi, au plus profond. Enfin, si tu zoom, en fait, c'est ce point-là qui est profondément passionnant pour moi, parce qu'il y a un côté créatif, artistique à apporter. Voilà. Donc, si j'arrive à faire grandir mon business assez pour aller là, pour moi, je suis super contente parce qu'il aura atteint son objectif. Et au passage, si on arrive à aider des dizaines, centaines et des milliers de personnes, on sait qu'on est en train d'accomplir aussi sa mission et on fait des métiers qui ont du sens et je pense que c'est vraiment le grand bonheur de ce qu'on fait. Donc, tu continues à peaufiner ta méthode signature, du coup? Ouais. Ouais. Ce sera jamais terminé. Ouais, ok. J'ai fait la paix avec la phase où ce sera parfait. Et comment, justement, tu fais pour continuer, justement, à peaufiner cette méthodologie? Je teste des choses, je vais te raconter que ce soit hyper concret, en fait, aujourd'hui. Donc, j'utilise la respiration, la musique. Donc, en fait, si tu veux utiliser la respiration de manière précise sur la musique, il faut développer une sensibilité musicale. Donc, prendre des cours de chant, prendre des cours de musique, entendre le tempo, comprendre ce que c'est qu'un BPM. Et donc, forcément, ça te rajoute une technicité supplémentaire sur un secteur qui n'est pas le tien. Et tu te rends compte qu'à chaque fois que tu soulèves un bout de tapis, tu as tellement de choses à apprendre à nouveau. Et donc, c'est peut-être des choses que les gens vont pas ressentir tout de suite. Mais comme je me perfectionne au fur et à mesure, je vais être plus précise à certains endroits de la session. Ma manière de parler, la manière de poser la voix. Et tout ça, en fait, c'est des choses qu'on voit pas, mais qui prennent parfois des années à développer. Et je pense que les coachs sportifs qui se sont bons, entre guillemets, qui se sont fait un nom dans notre secteur, c'est qu'ils ont quelque part atteint un niveau de perfectionnement qui leur permet aussi de porter, parce que c'est trop cool de pouvoir développer une communauté. Mais derrière, il faut la tracter, il faut l'inspirer, il faut lui donner envie. Il faut que les gens ils sortent de ton cours en ayant envie de revenir. Et pour ça, Il faut aussi se renouveler, quoi. Il faut aussi se Exactement. renouveler pour pas tomber dans les oubliettes, quoi. Parce que, oui. Ouais. Bon, là, tu m'as fait monter l'angoisse. Tomber dans les oubliettes, c'est horrible, mais c'est vraiment ça. Oui. Enfin, moi, j'en ai vu beaucoup de profils de personnes qui étaient très, très bonnes et qui ont arrêté et tout. Les modes aussi, enfin, tu vois, les tendances. Tu vois, aujourd'hui, voilà, dans le fitness, tout, tu les vois, toutes les tendances qui ils arrivent, ils sont montés en haut. Et puis, la Zumba, il y a quelques années, c'était, voilà, tendance. Les Mills, voilà. Il y a, bon, le CrossFit, mais là, on arrive maintenant tout doucement faut toujours, et c'est ça, je pense que la curiosité, le fait de toujours se nourrir des nouvelles choses, comme tu dis aussi, les études scientifiques nous permettent voilà, de voir. Aujourd'hui, moi, je suis sur une tendance maintenant où à l'époque, j'étais coach sportif, donc oui, je savais faire que ça, je coachais les gens. Aujourd'hui, c'est plus
pour ça que je suis plus en adéquation avec le mot, parce que pour moi, c'est l'accompagnement holistique. Donc, avec ma femme, on est tous sur tout ce qui est travail, gestion du stress, l'alimentation qui est une très grosse partie, tout ce qui est santé fonctionnelle. On parle pas mal de, j'aime pas trop le mot de biohacking ou des choses comme ça, mais voilà, il y a toute cette notion de longévité qui arrive. Donc, il y a tout un nouveau courant de pensée qui est en train d'arriver dans notre secteur. Et ça, c'est vraiment cool, quoi, parce que j'ai l'impression de réapprendre un nouveau métier. Et c'est pour ça qu'on doit, en tant que professionnel, voilà, être constamment, ne pas tout apprendre, parce que je pourrais jamais tout savoir, mais en tout cas, prendre quelques briques qui, nous font vibrer, et c'est de se dire, et c'est ça qui est cool, c'est que nous, ce que moi j'expérimente sur mon corps et ma santé, j'essaye de le retranscrire aux personnes qui veulent simplement m'écouter, quoi. Et c'est ça qui est extrêmement puissant. C'est dans ce sens-là où je te disais que faut toujours essayer t'avances avec ta communauté. Donc, il n'y a pas de raison que que les gens t'oublient si tu es toujours dans une logique de toujours apprendre, quoi. Exactement. Merci en tout cas pour le partage. Moi, j'ai pris des notes et ça m'a beaucoup inspiré. Est-ce que tu as une dernière petite chose à partager aux coachs ou aux professionnels du fitness? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Ouais, franchement, ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. On fait des métiers où les gens viennent à nous voir quand eux sortent du boulot. Et nous, pour leur transmettre la flamme d'aller mieux, de se sentir mieux et de prendre soin d'eux, je pense que c'est hyper important de commencer à alimenter aussi cette flamme à l'intérieur de soi-même. Et je pense que si j'ai vraiment un conseil que d'ailleurs je me donne à moi-même, de faire ce qui nous fait vraiment plaisir, loin des injonctions, loin de ce qu'il faut faire, loin des contraintes, parce qu'en fait, il n'y a pas de recette. Il y a des mécaniques à connaître, très certainement, et je pense qu'on est hyper alignés là-dessus. Mais derrière, le fait de garder cette flamme, de s'habiller, de sortir dans le froid et d'aller donner un cours de sport, d'aller donner de soi-même ou de construire une communauté, c'est des choses qui requièrent que nous-mêmes, on ait aussi encore cette envie-là. Et donc, c'est essentiel, je trouve, de construire le business qui vraiment nous fait envie. Des business, en fait, c'est des briques. Donc, dès que ça nous fait plus envie, on peut ajuster. Ne pas se construire des prisons dorées dans lesquelles, en fait, on meurt à petit feu parce qu'après, le quotidien devient horrible. Et je trouve que le quotidien est encore plus horrible pour un coach sportif ou quelqu'un qui a l'habitude d'accompagner dans l'action, de baigner dans des environnements stimulants. C'est beaucoup plus simple d'être un rat mort dans un open space. On va venir sur cette punchline. Elle est bonne, celle-ci, elle est bonne. Ouais, non, mais c'est vrai que un coach qui enchaîne, tu vois, 6, 7, 8 heures de coaching one-on-one, alors oui, il se fait un très bon chiffre d'affaires. Par contre, posez-vous la question, est-ce que vous êtes 100% au bout du 6e, 8e coaching? Est-ce que vous êtes 100% avec les gens? Est-ce que vous êtes prêt à leur donner le maximum? Là, tout de suite, c'est déjà beaucoup moins sûr, quoi. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, de penser à un modèle comme nous a partagé Sarah, qui permet parce qu'on n'a qu'une durée d'énergie limitée, même si vous êtes en santé, même, voilà, on n'a qu'une durée, un niveau d'énergie, on n'a pas 24 heures d'énergie, il faut se régénérer aussi, d'où le fait de sélectionner les temps où on est avec les gens et vraiment avec les gens. C'est ce qui fera, je pense, toute la différence. Sarah, dernière petite question. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander sur le podcast que je devrais absolument interviewer? Écoute, dans le monde fitness, Ouais, toujours. Oui, Ouais, j'ai plein de personnes. Je suis hyper inspirée par des personnes qui évoluent dans le monde du sport. Il y a plein de gens. Je pourrais te faire une petite liste. Ouais. Ah super, top. Eh ben, merci en tout cas à toi. Merci de ton temps. Merci à tous ceux qui sont encore présents et qui ont écouté. Pensez à mettre un 5 étoiles et un super commentaire à Sarah. Et puis, nous, on reste en contact et peut-être qu'on aura l'occasion. Moi, je voudrais bien aussi tester ce que tu partages. Donc, si je suis du côté de Paris, je me permettrai de te contacter. Avec grand plaisir, Andy. Sarah. Merci à tous. Et puis, à bientôt. Allez, bientôt. salut. Salut.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.